y avait des conteurs comme les griots africains qui allaient de village en village raconter ces contes. Et c'était le Netflix de l'époque. Un jour, ils racontaient le début, le lendemain, la suite du conte. Et ça pouvait durer plusieurs jours. Et ils étaient rémunérés en nourriture. Ils disaient très astucieusement que ces contes libéraient des forces maléfiques et que pour se libérer des forces maléfiques, il fallait tuer une bête. Ça leur permettait de manger de la viande. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue. Nous allons parler de transmission avec mon invité de ce matin. Je reçois Djamil Ramani. Bonjour et bienvenue Djamil. Bonjour. Pour une aventure littéraire solo, c'est normal puisque vous publiez Les Contes berbères de mon grand-père aux éditions Orient. Et à noter que pour une fois, le livre sort simultanément des deux côtés de la Méditerranée. Tout à fait. Donc à fait. C'est dans le cadre d'un programme, le programme des deux rives, initié par l'Institut français, qui fait que il subventionne des livres qui sortent simultanément des deux côtés des rives de la Méditerranée. C'est assez rare pour le préciser. Il sort en français en Algérie ou tout à fait. C'est la version berbère qui sort? Non, pas du tout. C'est la version française portée par Isabelle Sayabodis qui est sortie en Algérie, publiée par les éditions d'Alimène. Alors votre grand-père, c'est Slimane Ramani, ethnographe et dialectologue. On parle souvent des illustres inconnus, mais votre grand-père, c'est un illustre inconnu, ou un inconnu illustre. Il est devenu inconnu, il n'était pas inconnu, puisque dans l'Algérie coloniale, il était président du Pen Club, un Pen Club qui regroupait Gabriel Audizio, Albert Camus, des grands noms de la littérature de l'époque, et il a eu en 1949 le Grand Prix littéraire de l'Algérie. Donc il était connu à l'époque et il est devenu un inconnu après. Vous savez, c'était un parfait Algérien, c'est-à-dire qu'il parlait tout à fait bien le berbère, l'arabe littéraire et le français. Et il était porteur de la langue berbère, c'est-à-dire qu'il avait recueilli dans sa région tout ce qu'il y avait comme tradition berbère, et notamment ses contes. Et vous savez bien qu'à partir de 1962, le pouvoir algérien n'était pas pour la diffusion, n'était pas pour la berbérité en Algérie. Votre grand-père, il est issu de quelle région? Mon grand-père est issu de la région de Bougie, Béjaïaf, Gaït. C'est à 250 km à l'est d'Alger. C'est ce qu'on appelait la Petite Kabylie. Ça fait partie donc de la Kabylie. Et il est originaire plus précisément d'un petit village qui s'appelle Aokas. Il y a une association qui porte son nom d'ailleurs, oui, tout à fait. Au village. Il y a une association qui porte son nom, donc il n'est pas si inconnu que ça. Et, même si les gens du village ne le connaissent pas tous, mais c'est vrai que l'association existe en tout cas. L'association existe en hommage à mon grand-père. Non, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il fait partie des grands intellectuels de son époque. C'est ça qu'il faut vraiment dire aux gens, qu'il a écrit une œuvre sur la Kabylie de ces années-là, des années 50. Bien sûr, sur la Kabylie des années 50, les mœurs, les rites et pratiques alimentaires. Il a parlé des rites agraires. Il a recueilli plein de choses, parce qu'il savait que tout cela allait disparaître, emporté par le vent de la modernité. Sans exagérer, c'est l'équivalent de peut-être Mouloud Feraoun, par exemple. Oui. Mouloud Feraoun, c'était une grande figure c'est une grande figure de la littérature algérienne, beaucoup plus que mon grand-père. Mais mon grand-père était vraiment surtout ethnologue. Et il a recueilli, comme je vous le disais, toutes les pratiques de son terroir. Alors, vous dites qu'il incarnait vraiment cet Algérien de l'époque avec la maîtrise parfaite des trois langues. Mais il a passé des diplômes. Oui, il a passé des concours. Il était, on va dire, agrégé des trois langues quasiment. Voilà. Absolument. Il était instituteur, puis professeur de berbère, puis professeur d'arabe. Il avait même été pressenti à l'époque coloniale pour être titulaire de la chaire de berbère à la faculté d'Alger. Mais un certain nombre de personnes se sont opposées à ce qu'un indigène soit titulaire de cette chaire. Et il est parti faire un doctorat de lettres à Aix, à un âge respectable. Tout à fait.
à parce fait. qu'il avait 60 ans quand il est parti. Et c'était, moi je l'ai connu donc, puisqu'il est mort, j'avais 13 ans, et c'était un type tout à fait fascinant qui avait plein de choses à raconter. Et puis, ce qui n'était pas habituel, il avait sillonné le monde, il avait été dans des congrès ethnographiques aux quatre coins du monde, et c'était extraordinaire, il avait été aux États-Unis à l'époque. Peu de personnes. Bien sûr. On y allait en bateau ou en avion? Non, il avait été en avion. Ouais. Il avait été en avion. Et en bateau, il avait été à la Mecque en bateau. Et ce sera l'objet de réponse à quelques questions que vous me poserez si vous voulez là-dessus. Alors, il y a une légende qui dit que lorsqu'une haute personnalité française lui a proposé un jour un petit coup de main, une petite lettre pour obtenir la nationalité française, oui, non, mais il était farouchement opposé. Qu'est-ce qu'il a répondu à ce coup de main? Il a dit, écoutez, vous voyez ce tarbouche que j'ai sur ma tête, est-ce que vous pensez que je suis prêt à l'enlever pour devenir français? Voilà. Alors, il a une œuvre très riche. Il a beaucoup écrit sur la société kabyle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de disponible comme livre? Pas grand-chose. En fait, peu de choses, parce que tout est épuisé. Et la première chose rééditée, ce sont vraiment ces contes berbères, qui sont préfacés par Jacques Berck. Et là, il y a une histoire tout à fait amusante. C'est que Jacques Berck, vous savez bien, c'est un grand... orientaliste, traducteur du Coran, qui a enseigné à Toulouse, d'ailleurs, Jacques Berck. Et donc, Jacques Berck, vous le savez peut-être, est né en Algérie. Il est né à Frenda, à l'ouest de l'Algérie, et son père était responsable de la commune mixte d'Aokas, où habitait mon grand-père. Et mon grand-père, à l'époque, était instituteur, et il lui a confié son fils, Jacques Berck. Qui est devenu son élève. Et qui est devenu son élève, et je pense que c'est mon grand-père qui lui a donné le goût de la langue arabe, puisqu'il lui a enseigné non seulement l'arabe, mais aussi le berbère. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin des années 50, Jacques Berck a préfacé ses contes. Alors, et d'ailleurs, dans la préface, il dit même que c'est lui qui lui a demandé de les collecter, les contes. Oui, tout à fait. Donc, il préface le livre, mais c'est lui qui lui demande, dans les années 50, de collecter ses contes, bien sûr, avec cette idée certainement de les publier à l'époque. Mais la maquette était prête. Je n'ai eu qu'à reprendre la maquette, ça devait être publié, le livre était prêt, mais l'indépendance algérienne est arrivée en 1962 et la désaffection du pouvoir pour tout ce qui était berbère a fait que ce bouquin n'est pas sorti. D'accord. Ces contes qui étaient prêts à publier, ils étaient déjà traduits ou... Ah oui, ils étaient déjà traduits. C'est mon grand-père qui les a traduits. Mon grand-père les a traduits. Il a laissé un certain nombre de poèmes, de termes berbères, mais c'est lui qui les a traduits. Et je ne les ai pas mis dans le livre parce que mon éditrice trouvait que ça alourdissait le livre. Enfin, sur le plan économique, c'était pas tenable. Ouais. Il y a des contes. J'ai 2 ou 3 contes qui sont entièrement in extenso en berbère, que je compte bien publier en Algérie. Ça sera pour la version collector. Vous allez voir, quand vous aurez dépassé les 100 000 exemplaires, vous aurez droit à l'édition. Il faut vraiment mobiliser toute la colonie algérienne et la colonie kabyle de France et de Navarre pour ça. Ces contes qui sont publiés aujourd'hui, ils datent de quelle époque? Ce sont des contes des années 50 ou remixés à la mode de la société kabyle des années 50? Non, ce sont des contes qui ont été qu'il a recueillis dans les années 40 et 50. Ce sont les histoires, il les a recueillies chez les femmes de son village et de la région, et ils traduisent tout à fait la vie de cette époque en Algérie et en Kabylie. Une vie très pauvre, où les gens avaient beaucoup de mal à se nourrir, où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'eau courante, et où les sols des maisons étaient en terre battue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai connu cette Kabylie-là, puisque à la fin des années 50, j'avais une dizaine d'années. Et donc, quand j'allais voir mes tantes ou mon arrière-grand-mère en Kabylie, eh bien, elles étaient éclairées à ce qu'on appelait le quinquet. Alors le quinquet, pour tout le monde? Le quinquet, c'est une espèce de lampe à pétrole. C'est la lampe à pétrole. Et elles allaient chercher l'eau à la fontaine, l'eau au puits ou à la fontaine, et le sol était en terre battue.
Et il faisait froid et elle se chauffait au canoun. Il y avait un canoun qui était allumé et elle cuisinait et puis ça permettait de chauffer la pièce. Ces contes, ils sont de tradition orale et ce sont les femmes qui les racontent. Pas seulement. Non, pas seulement. Les hommes aussi. Pas seulement. Les hommes, vous savez, il y avait des conteurs comme les griots africains qui allaient de village en village raconter ces contes et ils s'arrêtaient dans un village et c'était le Netflix de l'époque, c'est-à-dire que un jour ils racontaient le début, le lendemain la suite du conte, et ça pouvait durer plusieurs jours. Un même conte pouvait prendre plusieurs journées, et ils étaient rémunérés en nourriture. Et ils disaient très astucieusement que ces contes libéraient des forces maléfiques, et que pour se libérer des forces maléfiques, il fallait tuer une bête. Ça leur permettait de manger de la viande. Il y a un rituel avant, il y a des paroles qu'il faut prononcer avant de raconter les contes. Oui, il y a des paroles qu'il faut d'introduction. D'introduction. Un truc d'introduction pour exorciser les djinns. Ouais. Vous savez, les Berbères, les Kabyles d'antan étaient très, très proches de la nature et ils avaient peur de tout ce qui était djinn. Ils avaient peur des eaux dormantes. Il fallait à la nuit tombée, il fallait pas longer. Vous avez bien raison d'ailleurs, parce que d'un point de vue santé, c'est pas terrible, les eaux dormantes. Il fallait pas longer un plan d'eau. Il fallait pas longer une rivière. Et on racontait souvent que telle ou telle femme s'était attardée à la nuit tombée auprès d'une mare et qu'elle était devenue folle. Ces contes qui de tradition orale, est-ce qu'ils ont vocation à être écrites et d'être fixés sur des livres ? Oui, je pense, oui. Ne serait-ce que pour les sauver, mais mon grand-père avait cette conscience de la disparition à terme de toute cette oralité. Et il a tout fait pour écrire ce qu'il entendait et ce qu'il voyait. En fait, c'est ça, c'est la transmission. Et puis pour toute une nouvelle génération qui ne parle pas le berbère, la possibilité de les avoir et de se les approprier en français. Bien sûr. Et c'est un trésor, ces contes sont un trésor parce qu'il y a de la langue kabyle à l'intérieur. Et cette langue kabyle, le correcteur kabyle m'a dit c'est un trésor parce qu'on ne parle pas du tout comme ça maintenant. La langue kabyle, comme beaucoup de langues, c'est créolisé et on trouve maintenant beaucoup de termes français, arabes. Et il y a c'est une vraie richesse parce que des mots disparus, on les retrouve dans ces contes. On parle de contes aujourd'hui à travers un recueil de contes qui vient de sortir, ça s'appelle Les contes berbères de mon grand-père aux éditions Orient. Jamil Ramani est là pour nous parler de ces contes que son grand-père Slimane a rassemblés et qui 50 ans après, même presque 60 ans après, sont publiés aujourd'hui dans leur version française. Absolument. Avec une préface du grand Jacques Berck. Votre grand-père, donc, c'est Slimane Ramani, qui est le père lui-même d'Abdelkader Ramani, qui sera le fondateur de... Oui, et qui a fondé avec d'autres... l'Académie berbère. L'Académie berbère, et qui était un paria, considéré comme un paria par le régime algérien. C'est votre oncle. Voilà, c'est mon oncle. Il a eu un parcours assez glorieux. Vous savez, il s'est opposé à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il était militaire et on lui a demandé d'aller combattre en Algérie. Il a refusé. Il a écrit au président de l'époque, à Monsieur Coty, si je ne m'abuse, une lettre en disant qu'il ne pouvait pas aller combattre ses frères en Algérie. Et il a été incarcéré. Il a été incarcéré à cause de ça. Et il a été cassé. Il a été cassé et ça a brisé sa vie, en fait. Ça a brisé sa vie. Slimane Ramani, votre grand-père, un grand intellectuel algérien que l'histoire a mis dans ses cartons. Ça arrive souvent. Il avait une énorme bibliothèque, votre grand-père. Qu'est-ce qu'on trouvait dans sa bibliothèque ? On trouvait de tout. On trouvait des manuscrits arabes du XIIIe, XIVe siècle. On trouvait de la littérature, on trouvait des romans, on trouvait des dictionnaires. Moi, je me plongeais dans les dictionnaires berbères français, touareg français. C'était un grand plaisir. Moi, quand j'allais chez lui, je passais mon temps à feuilleter des livres. Et ça m'a donné le goût des livres, si bien qu'aujourd'hui, je suis incapable de jeter un livre.
Pour moi, le livre est quelque chose de sacré. Ça n'était pas partagé par ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, au contraire, détestait les livres parce qu'elle disait que ça attirait les cafards et les rats. Et enfin, il faut quand même dire que votre grand-mère ne savait pas lire. Absolument. Et que votre grand-père s'était refusé à lui apprendre à lire. Mon grand-père s'est refusé à lui apprendre à lire en lui disant, écoute, non, je ne t'apprendrai pas à lire ni à compter parce que tu vas aller fouiller dans mes notes, tu vas aller fouiller dans mes comptes et c'est hors de question. Et elle lui a reproché ça jusqu'à la fin de ses jours. Vraiment. C'est la société de l'époque aussi. C'était la société de l'époque, oui. C'était une société patriarcale. D'ailleurs, on retrouve dans ces contes cette société patriarcale qui est condescendante vis-à-vis des femmes, voire très dure vis-à-vis des femmes. On y trouve aussi l'éloge de la peau blanche. On y trouve des choses qui, de nos jours, sont non plus courts. Dieu merci. Elle est devenue quoi, la bibliothèque de votre grand-père ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mon père en a récupéré une partie et mes oncles en ont récupéré une autre partie. Elle n'a pas été détruite. Elle n'a pas été dispersée. Non, très peu. La majorité des livres de mon grand-père sont chez moi à Alger, dans l'appartement familial. Il y a quelques Corans aussi rares. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des Corans, il y a des manuscrits, il y a même des manuscrits de sorcellerie, des traités de sorcellerie. C'est assez drôle à feuilleter, même si je ne comprends pas grand-chose. Mais il y a des diagrammes avec des chiffres, des lettres. On parle beaucoup de ce que Bourdieu a écrit sur la société kabyle, mais votre grand-père a produit au moins une dizaine de livres sur la société kabyle de l'époque. Il faudrait pouvoir se les procurer parce qu'aujourd'hui, ce sont des documents historiques. Tout à fait. Donc, je vais essayer d'en faire republier un certain nombre. Mais vous savez, les éditeurs sont assez frileux quant à l'édition de ce genre de documents. Hein. Les éditeurs cherchent à vendre et ils estiment que le marché... Moi, pour publier ces contes, il y a un certain nombre d'éditeurs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Et pourtant c'est un trésor, mais ils voient la rentabilité et ils estiment que le public est un public de niche. Mais c'est bien les niches. Surtout, ce sont de grandes niches. Il y a beaucoup de chiens, d'ailleurs, dans les contes. Mais moi, si ce livre est un succès, je suis prêt à publier les autres livres de mon grand-père qui sont vraiment des trésors. Pour autre chose, mais c'est vrai que pour l'histoire, oui, c'est intéressant. Pour vraiment restituer la réalité de la société à cette époque-là, de comment on vivait dans les villages, ça, c'est intéressant. Mais là, vous retrouvez absolument... à la lettre près, la vie dans les villages à la fin du 19e siècle et pendant les 50 premières années du 20e siècle. Hein. Parce qu'ensuite, avec l'indépendance, il y a eu une redistribution des richesses et il y a eu une amélioration considérable du niveau de vie. Moi, je me souviens, quand on allait en Kabylie, dans les années 50, on traversait des villages où les maisons étaient en torchis, c'était des gourbiers et les enfants marchaient pieds nus, en haillons, dans les rues. Et ça, vous ne le voyez absolument plus. Hein. Il y a eu, comme je vous le dis, une redistribution des richesses, une redistribution de l'argent ramené par de la manne pétrolière qui fait que on ne voit plus de pauvreté en Kabylie. Alors, vous êtes né en Algérie. Oui. Hein, vous avez commencé vos études de médecine en Algérie. Tout à fait. Où précisément ? Alger. Oui. Et ensuite, vous êtes venu en France, c'est ça ? Je suis venu en France pour faire une spécialité d'anesthésie-réanimation. Au terme de cette spécialité, je suis retourné en Algérie. J'ai pris un poste à l'hôpital Mustapha d'Alger. Et puis, j'ai fait mon service militaire parce qu'il fallait faire ce service militaire. C'était... une façon de rendre ce que l'Algérie m'avait donné. Elle m'avait permis d'aller en France faire ma spécialité. Et pendant 2 ans, donc, j'ai été militaire. Mais alors, l'écriture arrive à quel moment chez le médecin que vous êtes ? L'écriture, j'ai commencé à écrire tout petit. J'écrivais des poèmes, des choses, mais enfin, qui ne méritaient pas d'être publiées. Alors, l'écriture vient d'un choc. Ce choc, ça s'appelle le sida. Hein. Et on a écrit avec Michel Canesi, qui est un collègue médecin. Qui est votre double littéraire. Le syndrome de Lazare, qui a été adapté au cinéma par André Téchiné, dans le film Les Témoins, et qui raconte l'émergence du sida dans les années 80
à Paris. Voilà, le choc du sida a fait que on a C'est ça qui les a décidé, donnés, ouais. décidé de témoigner pour tous ces gens qui sont morts de façon anonyme, pour tous ces martyrs de la maladie. C'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Début de l'épidémie. On va écouter un hommage en kabyle à votre grand-père. C'est Saïdi Ali qui lui rend cet hommage à Slimane Ramani. Voilà, Jamil Ramani qui est là pour nous parler de la sortie des contes berbères de mon grand-père aux éditions Orient. 60 ans après, eh bien, vous terminez le travail d'une certaine façon. Quelle a été votre valeur ajoutée ? Bon, ma valeur ajoutée, elle est modeste. J'ai juste corrigé la langue française, parce qu'il y avait des tournures qui étaient désuètes. Qui avait vieilli, oui. Oui, qui avait vieilli. Donc, j'ai rendu un peu plus fluide les contes. Voilà. Ils étaient conservés où, ces contes ? Ils étaient dans une malle qui était chez ma tante, avec tous les papiers qu'il y avait dans le bureau de mon grand-père. Ces papiers de comptes COMPTE. Et il y avait les comptes, et puis il y avait aussi un journal qui tenait de façon épisodique. Et donc voilà, tout ça était c'était des vrais contes jaunis avec l'odeur de l'époque. Ah oui, avec l'odeur du papier, oui. C'était. Je me souviens même de l'éditeur qui était pressenti. C'était Mouton Édition, c'était un éditeur néerlandais qui s'appelait Mouton. Voilà. Et j'ai l'original, donc j'ai la maquette du livre. D'accord. Vous avez publié tous les contes qui étaient dans cette malle ? J'ai publié tous les contes, hormis deux ou trois contes qui étaient en berbère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça alourdissait le bouquin. Et pour des raisons de coût, mon éditrice n'a pas voulu les intégrer. Un mot sur celle qui illustre votre livre. Moi, j'ai cru qu'elle était kabyle. Non, pas du tout. C'est Mélodie Ojabre. C'est une talentueuse artiste iranienne que Isabelle Sayabodi a découverte, et elle lui a demandé donc d'illustrer ses contes. Elle avait fait des premiers dessins qui n'allaient pas parce qu'il n'y avait pas de berbérité dans ses dessins. Et donc j'ai dit à Mélodie, écoutez, il faut absolument que vous vous plongiez dans l'imaginaire berbère, d'abord que vous lisiez les contes, et ensuite que vous alliez voir des photos, que vous alliez voir des gravures, des peintures de femmes berbères, et ce qu'elle a fait, et donc elle a pu rendre tout à fait cette atmosphère de berbérité qu'on trouve dans ses contes. Voilà, ce qui fait que le livre est aussi un très bel objet. Le livre est un très bel objet, il est magnifiquement illustré par montrez-le à la caméra. Mélodie. Montrez-le à la caméra, parce que l'émission est filmée, vous allez voir. Bon, ça c'est mon exemplaire de travail que j'ai un peu massacré. Voilà, et puis il y a vraiment de très très beaux dessins. En couleur. De grande qualité. Quels sont les thèmes justement qu'on retrouve dans ces contes que vous proposez ? Vous savez, ces contes avaient une valeur didactique, c'était de mettre en garde les enfants sur la dureté de la vie et sur les roueries de l'existence. Et il y a aussi l'exaltation des valeurs de la noblesse du caractère. Par exemple, il y a un conte sur un jeune homme qui porte sa mère au pinacle, mais cette mère est une mère indigne, qui fomente tout ce qu'elle peut pour essayer de détruire son fils, pour une raison très simple, c'est que le père de ce fils, son mari donc, un jour réunit ses enfants et dit, comme il est sultan, et comme allégeance suprême, je vous demande de sacrifier votre mère. Demain, je veux la tête de votre mère dans mon palais. Et naturellement, un des fils se rebelle et dit à sa mère, on s'en va, ta vie est à ce prix. Donc il la soustrait à la vie du palais. Elle lui reproche ça toute sa vie en disant, j'avais une vie facile, aisée. Ce qu'il me raconte moi j'aimais mon mari, il m'a raconté des histoires, et donc je n'ai qu'une seule envie maintenant, c'est qu'il meure. Alors je vais vous demander d'en lire un, on va en choisir un au hasard. Alors, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter, Jamil. Alors, moi j'adore, il y en a une que j'adore, et qui met en exergue la féminité et la force de caractère féminine. C'est l'histoire du crapaud
et de la grenouille. Alors il y a beaucoup d'animaux, hein, vous verrez. Ah oui, il y a beaucoup d'animaux, mais vous savez, c'est comme les fables de La Fontaine. Hein. Pour parler des puissants, on ne peut pas en parler directement, donc il faut mettre en scène des animaux. Le lion, c'est le roi, etc., etc. Il y a beaucoup de serpents aussi. Beaucoup de serpents, le signe de la trahison. L'histoire du crapaud et de la grenouille. Les femmes kabyles, dans le langage imagé qui leur est propre, amusent les enfants en racontant l'histoire d'un couple de batraciens. Un crapaud vivait heureux avec sa compagne, mais, dans la vie, à la longue, tout lasse. La bonne humeur et la bonne entente s'émoussent et peu à peu s'écaillent dans certains ménages. On arrive à se contrarier pour des futilités, on se laisse aller, on s'habitue à échanger des propos de plus en plus violents, et la colère, cette mauvaise conseillère conduit, si l'on y prend garde, à souvent commettre l'irréparable. Combien de ménages, hélas, ont été ainsi détruits? Le crapaud ne tarda pas à en faire la mère expérience. Un jour, qu'il discutait vivement avec la grenouille, celle-ci lui tint tête, et des mots malheureux furent échangés. Furieux, il la battit. Ne pouvant supporter l'offense, elle partit chez ses parents, sans esprit de retour. Le crapaud tout d'abord se félicita d'être débarrassé de sa moitié et de pouvoir vivre enfin dans la quiétude. Le temps passa et la solitude commença à lui peser, à lui faire regretter son geste brutal. Le crapaud, repentant, partit chercher sa femelle, qui refusa catégoriquement de reprendre la vie commune. Affligé, il se priva de sommeil et de nourriture. Puis, juché sur une pierre, il ne cessait de sangloter et de se lamenter en répétant « Oh, ma belle gazelle, corr, corr. Reviens, vois combien je souffre d'être séparé de toi. Corr, corr. Pourquoi m'avoir quitté? Corr, corr, corr. Qui me rendra ma gazelle si jolie? Corr, corr. » Il faut dire qu'en kabyle, le crapaud, on l'appelle amkorror. Une mère poule prise de compassion lui dit « Calme-toi, je vais te la ramener. » Elle s'en fut en caquetant, sûre de sa réussite. Arrivée devant la demeure de l'insurgé, elle toqua à la porte. « Qui va là ?» cria une voix rauque. « C'est moi, la mère poule, qui pond de beaux œufs et qui élève de jolis poussins. Je viens te reconduire au foyer conjugal. »« Ah, c'est toi l'impudente qui laisse la maîtresse de maison nettoyer son logis pour ensuite y faire bzzt, bzzt, et y déposer une centaine de fientes, miyat knouza. Va-t'en, malpropre !» La poule s'éloigna confuse. Le crapaud, constatant son échec, sanglota et se lamenta de plus belle. Qui donc lui rendrait la fugitive? Le vautour, fier de sa belle envergure, se présenta en promettant au malheureux mari de réussir. Lorsqu'il frappa à la porte et qu'on le questionna sur son identité et le motif de sa venue, il fut pris à partie par la grenouille. « Ha! C'est toi le charognard qui te repaît de la chair puante. Hors d'ici, tu me donnes la nausée. » En le voyant revenir bredouille, le crapaud reprit ses jérémiades tout en quémandant l'aide d'une âme charitable qui lui ramènerait sa femelle. Cette fois, ce fut le lièvre qui se fit fort de faire revenir la rebelle. Mal lui en prit. Arrivé à la porte, il se présenta et révéla le but de sa visite. La grenouille l'invectiva en ces termes. « Arrière, poltron, tu crains jusqu'à ton ombre et tu voudrais qu'une fille de grande famille comme moi se mette sous la protection d'un peureux? Allons, retourne à ton pré et ne te mêle pas des affaires d'autrui. » L'insuccès du lièvre accrut le désespoir du crapaud. Il fendait l'âme à qui il entendait pleurer et réclamer sa compagne. À son tour, le lézard se dévoua. Il se rendit au logis de la récalcitrante qui le confondit en décochant ces paroles. « C'est toi, lézard, grand paresseux, qui passe tout ton temps étendu sur un mur ou un rocher, exposé au soleil? Retire-toi, fainéant !» D'autres animaux intervinrent encore, en vain. Le roitelet, un petit oiselet, vint à son tour offrir ses services aux batraciens. Secouant ses petites ailes, il assura « Je réussirai là où les autres ont échoué. Crois-moi, parole d'honneur. » Malgré son affliction, l'inconsolable époux ne put s'empêcher d'esquisser un sourire sceptique. « Roitelet, ne te donne pas la peine d'essayer.
Ta petite taille n'en imposera pas à ma farouche épouse. » « Rassure-toi, répliqua le passereau, aie confiance et attends-moi. Sache que le fait d'être petit n'est pas un vice. » Le voilà parti en faisant frt, frt, puis toc toc sur la porte. « Quel téméraire ose frapper ainsi ?» répondit la grenouille du fond de sa demeure. Enflant sa voix, il cria « C'est moi, le seigneur Roitelet, fils du Roitelet, porteur d'une massue et d'un pistolet sur le côté droit, celui qui tire aussi des coups de feu de la main gauche. Allons, ouvre et suis-moi immédiatement pour rejoindre ton mari. Sinon, tu auras affaire à moi. »« Oui, Sidi. Attends-moi, juste le temps de prendre mes affaires à la hâte et je te suivrai. » Quand elle sortit, le petit oiseau qui s'était dissimulé dans le feuillage d'un arbre lui demanda « Pourquoi as-tu les yeux cernés ?»« C'est l'effet de Tazult, l'antimoine, le khol de mon pays. »« Pourquoi ta bouche est-elle si fendue ? C'est l'application constante d'écorce de noyer, Agoussim, qui en est la cause. Pourquoi es-tu si voûté ? C'est en saignant avec la ceinture de laine, Tisfifine. Pourquoi tes pattes sont-elles tordues ? Ce sont les souliers de ma région qui les ont déformées. Pourquoi ta peau est-elle si verruqueuse ? C'est l'eau de notre source qui l'a rendue ainsi. » La coquine avait réponse à tout. Elle retrouva enfin son mari grâce au Roitelet, qui n'avait manqué ni de courage ni d'audace. Le couple, guéri à jamais par cette première expérience, sut vivre paisiblement grâce à de multiples concessions. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bien sûr. Voilà. Ça ne vous rappelle rien, ce conte ? Non, non. Merci pour ce moment. Mais j'en suis ravi. Parce que c'est dur, hein. Y a beaucoup de signes là, et on n'a pas répété. Hein. Non. Je vous l'ai dit juste avant l'émission. Donc, mais c'est vrai que c'est un bon moment. Merci pour vraiment pour l'émotion. C'est un art, hein, de raconter des contes. J'aime bien. Ceux-là ont la réputation d'être racontés à la nuit. Hein. Oui, hein, oui. C'est ce qu'on dit. Hein. Oui, il faut les raconter. Toi. Alors, la suite est dans ce livre qui s'appelle Les contes berbères de mon grand-père aux éditions Orient. J'aime pas dire ça. Commandez-le chez votre libraire s'ils ne l'ont pas en stock, ou allez sur les sites. Hein, voilà, tous les sites de vente en ligne, parce que ça part très très vite. Oui, bien sûr. Malheureusement, sur Amazon, pour l'instant, il est en rupture de stock. Donc, mais à la Fnac, Fnac.com, on le trouve. Sur le site de la Fnac. Fnac.com, Cultura. Et ça part super vite. C'est pour ça que je vous le dis. Merci, Jamil, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et un bon dimanche sur Beurre FM.